3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin est avec nous, Chief Investment Strategist chez ING pour la Belgique. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous, ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver Hervé Amourda également, le responsable de la recherche de ProBTP Finance et membre également de BSI Economics. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Et merci à Benoît Pelloual d'être également avec nous. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Directeur des investissements de Natixis Wealth Management. On rentre dans la dernière ligne droite de cette année 2025 avec encore quelques échéances monétaires notamment et cette fameuse décision de la Réserve fédérale américaine attendue la semaine prochaine, Benoît, avec assez peu d'informations officielles, assez peu d'informations dures. Une qui est parue aujourd'hui est une enquête menée par ADP concernant le secteur privé, l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis, qui semble confirmer ce qu'on observe déjà depuis plusieurs mois. Est-ce que c'est encore des dernières données majeures pour la Fed la semaine prochaine? Et est-ce que cela vient enfoncer le clou dans l'idée que la Fed va délivrer une troisième baisse de taux consécutive? Oui, ça vient enfoncer le clou, en tout cas sur le meeting de décembre. Ouais. Ça apporte rien de nouveau, mais c'est important parce qu'il y a eu une grande volatilité sur les attentes de marché sur ce meeting de décembre. Avec effectivement cette question, il y a le volet inflation qui est toujours problématique. C'est vrai qu'on a une inflation qui est supérieure à l'objectif, mais ça fait 5 ans qu'elle est supérieure à l'objectif. Mais surtout une tendance à dévier de l'objectif depuis le mois de mai. Mais c'est vrai que pour l'instant, cette tendance n'est pas suffisante pour dissuader la Fed de délivrer au moins cette baisse de taux de décembre, compte tenu des chiffres dont on dispose sur l'emploi. Il y a véritablement une dégradation un peu plus marquée du marché du travail aux États-Unis. Quand on regarde le trend des créations d'emplois, c'est compatible avec un freinage relativement appuyé de l'économie. Donc il y a matière à agir. Ça fait plusieurs mois que le marché du travail est à l'arrêt, en fait. C'est ça, les données sont quand même relativement consistantes. Et donc quand on essaie de mettre dans la balance entre les deux objectifs, l'objectif d'inflation, la dynamique de l'inflation n'est pas suffisante pour dissuader de délivrer cette baisse de taux. Donc ça pose pas véritablement... ça vient éclaircir la situation. Il y avait eu pas mal de cafouillage dans les attentes sur ces 2 derniers mois. Ça vient clarifier la situation. Maintenant où c'est moins clair, ça va être sur les prochains meetings et le discours qui va être délivré, parce que malgré tout, cette situation est tout à fait possible. On a encore la possibilité de délivrer des baisses de taux. Le scénario chez nous, c'est qu'on continue de délivrer les baisses de taux sur le premier semestre 2026, qu'on va atterrir autour de 3 pour les Fed Funds, ce qui est le scénario plutôt consensuel en réalité. Mais cette capacité à délivrer les baisses de taux, elle va être de plus en plus challengée par la dynamique de l'inflation. Encore une fois, on peut délivrer ces baisses de taux dans le cadre d'un freinage de l'économie qui reste, j'ai envie de dire, assez classique, s'il n'est pas contrecarré par des données d'inflation qui sont relativement désagréables. Et là où il y a un point d'incertitude, c'est qu'on voit quand même, c'est pas un choc inflationniste, néanmoins, les droits de douane se diffusent progressivement. Quand on regarde la dynamique de prix de tout un tas de biens, ça laisse supposer qu'il y a une persistance peut-être un peu plus importante de l'inflation à venir. Et donc, reste à voir jusqu'à quand, quel est le point de rupture, à quel moment, quelle est la tolérance de la Fed à accepter cette inflation un petit peu persistante, qui la dissuadera justement de délivrer les baisses de taux. Nous, on est assez convaincus qu'on aura quand même ces baisses de taux, parce que le freinage de l'économie, ça fait plus de 2 ans que l'économie américaine doit freiner, elle freine pas. On a maintenant des chiffres tangibles avec le marché du travail, et surtout, on sait comme le marché du travail, c'est important aux États-Unis par rapport aux pays européens, la perception des ménages sur le marché du travail est extrêmement importante, et ça c'est assez consistant, c'est assez continu depuis des mois, où la perception à l'égard du marché du travail se dégrade, et donc c'est là où effectivement ça vient valider que cette histoire de freinage, elle reste effectivement encore à écrire, mais elle est bien réelle. Est-ce qu'on reste dans l'idée que la Fed délivre des baisses de taux assurantielles ou enlève petit à petit la restriction monétaire restante à travers sa politique de taux, ou est-ce qu'à un moment, elle assume de chercher à redevenir accommodante? C'est ça la question, très clairement. Quel est le point de bascule? Quand on regarde ce qui se passe sur les taux d'intérêt, on a quand même on a la courbe qui se quantifie. On voit bien quand on regarde le taux 3 mois aux États-Unis, on se place quand même dans la configuration assez habituelle en réalité d'un marché qui anticipe une réserve fédérale qui un cycle de baisse de taux. Exactement, c'est-à-dire une réserve fédérale qui doit être accommodante parce que le cycle est en train de ralentir. Et donc cette logique, j'ai envie de dire, assurantielle, qui a
qui est la logique en fait depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'on fait un resserrement monétaire et puis en fait on fait tout pour compenser les effets de ce resserrement monétaire. Cette logique, au bout d'un moment, elle va toucher à sa fin. C'est-à-dire qu'effectivement, soit on fait suffisamment ralentir l'économie pour espérer regagner fondamentalement la maîtrise de l'inflation, soit on le fait pas. Et dans ces cas-là, on a véritablement des pressions inflationnistes. Nous, on pense qu'effectivement, en 2026, après ces 2 années de freinage qui n'arrivent jamais, on va y entrer. On a bien un marché du travail qui se dégrade. Et donc ça va pousser probablement à être effectivement plus accommodant, mais par nécessité, parce que l'économie freine de façon bien tangible. Qu'est-ce qui va déterminer la course de la politique monétaire américaine partant d'aujourd'hui et au cours de l'année prochaine, Hervé, avec les facteurs fondamentaux, j'imagine qu'il faut intégrer aussi les changements de gouvernance qui sont attendus au sein de la Réserve fédérale américaine. Oui, alors déjà sur les facteurs fondamentaux, je pense que pour 2026, ce qui va être important de regarder, de suivre, c'est le taux réel. Parce que ce que l'on attend à peu près tous, c'est un ralentissement de l'inflation vers la fin de 2026. Donc on resterait en moyenne à 3% aux États-Unis, mais globalement, le S2 est beaucoup plus faible que le S1. Qu'est-ce que ça veut dire? Si les taux nominaux aujourd'hui restent à 4%, ça veut dire qu'on va avoir des taux réels de plus en plus élevés. Et ça, pour le coup, est-ce que l'économie américaine, quel que soit notre scénario sur le marché de l'emploi ou sur l'inflation, est-ce qu'on a besoin d'une politique plus restrictive en termes réels? On est à peu près tous d'accord pour dire non. Donc, moi, je pense que quand on parle de baisse de taux assurantiels, c'est vraiment ce sujet-là que la Fed doit anticiper, doit prévoir. Maintenant, le problème, et vous l'avez souligné, c'est le calendrier politique, le fait que Jérôme Powell s'en aille en mai, qu'on ait un successeur vraisemblablement beaucoup plus politique, en tout cas, que Jérôme Powell lui-même, qui pourtant avait été nommé par Donald Trump, et on avait cette appréhension-là, mais cette fois-ci, elle semble beaucoup plus avérée. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à baisser les taux suffisamment fortement, puisqu'on voit que le comité aujourd'hui du FOMC est très divisé. Ne serait-ce que le dernier, celui d'octobre, parce qu'on ne peut pas encore présager de ce qui va se passer en décembre, même si on est à peu près tous d'accord sur la baisse de taux à venir. Mais le dernier d'octobre est un des plus divisés depuis les années 90. Je pense qu'il y en a 4 ou 5 où on a eu 2 dissidents qui ne veulent pas la même chose. C'est ça, des divisions dans les 2 sens. C'est ça. Dispersion autour du consensus qu'on n'a pas l'habitude de voir à la Fed. Exactement. Et c'est une banque centrale qui décide par consensus, on le rappelle. En général. Général. Alors, il y a ce système de vote qui est toujours publié, mais ce n'est pas la BOE. Non. La BOE, clairement, là, c'est le vote qui prime. Pour la Fed, il y a toujours eu un consensus autour du chairman. Donc là, on va peut-être arriver dans une situation où on n'a plus ce consensus. Et les quelques cas, je reviens juste sur ces points historiques, de 2019, typiquement, où on avait des dissidents, où on avait Jim Bullard qui voulait 50 BP de baisse, etc. C'était une situation où finalement le constat que l'on pouvait avoir sur l'économie était beaucoup plus facile, le décryptage en tout cas était beaucoup plus facile que la situation actuelle. Dans la situation actuelle, c'est très rare déjà de voir une croissance, une consommation des ménages, parce que la croissance pourrait être forte pour plein d'autres raisons, mais elle est forte pour la consommation des ménages. C'est le moteur le moteur rêvé, j'allais dire, de toutes les politiques économiques. Donc on a une croissance qui est très forte, une inflation qui reste à 3% et qui peine à ralentir, même si en variation mensuelle, on voit que les contributions et la composition de ces contributions est de moins en moins inquiétante. D'accord, on avait le logement, mais c'est de moins en moins vrai. Et puis un taux de chômage qui commence à se dégrader. Alors, on est quand même très proche du taux de chômage structurel. Donc moi, je ne suis pas particulièrement inquiet sur le taux de chômage. Et puis on voit que les destructions d'emplois sont très ciblées dans le secteur de la tech, dans un petit peu le secteur du retail aussi, mais pour des grands groupes. Donc voilà, c'est potentiellement assez passager puisque les enquêtes nous montrent des meilleures perspectives à très court terme. Et ce qui est intéressant, c'est quand on fait l'exercice, vous savez, souvent on se pose la question, mais quand est-ce qu'on a vu une économie avec 3% d'inflation, 3% de croissance et un marché de l'emploi qui se dégrade? Eh bien nous, on a fait cet exercice-là, alors pas en cherchant l'exactitude des chiffres, mais en regardant les mois qui se rapprochent le plus, dont la distance est la plus faible avec le dernier mois de données connues, c'est-à-dire septembre. Eh bien, en fait, on n'a aucun mois dans l'histoire. Les 20 mois les plus proches sont les 20 mois depuis 2023. Voilà, D'accord. Donc, on est vraiment dans une situation c'est très caractéristique de la période qu'on vit. C'est ça que vous voulez dire. Exactement. Et donc, automatiquement, avec cette fête divisée, mais pour les bonnes raisons, pour un constat qui est difficile à faire, et ce biais politique qui risque d'arriver en mai, est-ce qu'on l'anticipe, est-ce qu'on ne l'anticipe pas? Est-ce que Jérôme Powell voudra finalement ramener les taux plus faiblement? Oui, parce qu'il a encore, en plus de ce meeting, il en a encore 3 à présider au début de l'année 2026 quand même. Absolument, oui. Non, il a une charge importante. Alors ensuite,
on pense, et puis il y a eu la dernière déclaration de Donald Trump qui nous dit qu'il pourrait y avoir la nomination d'Asset dès le début 2026. Est-ce que le marché va plus écouter Asset que Powell à partir du moment où Asset est nommé ? Et si on pense qu'il a de bonnes raisons d'être confirmé par le Sénat, mais moi pour moi la personne pour laquelle on pouvait avoir le plus de doutes, c'était Miran. Miran a été confirmé assez facilement. J'ai du mal à voir pourquoi Asset ne le serait pas. Donc, à partir du moment où il est désigné, je pense que les projecteurs seront sur lui et beaucoup moins sur Powell. Et pour bruiter encore plus les choses, oui, Jérôme Powell va devoir quitter son poste de président de la Réserve fédérale américaine, mais son mandat de gouverneur, en tout cas son mandat de directeur au sein du board, court jusqu'en 2028, je crois. Absolument. Et on ne sait toujours pas si il choisira de rester ou de quitter toutes ses fonctions au sein de la Fed en mai 2026. Alors, il pourrait se retrouver toujours gouverneur. C'est vrai, ouais. Avec son successeur à la tête de la Banque centrale. J'ai envie de dire, comme tous les responsables de la Fed ou de la BCE, ils sont souvent très mystérieux sur ce qui se passe après leur mandat. Je crois, pour avoir cherché l'information il y a quelques mois, qu'il y a un seul président de Banque centrale qui était resté... En tant que gouverneur ? En tant que gouverneur. À la fin de son mandat de président, c'est ça ? Exactement. Ouais. Je crois que c'est Eccles. Alors, pour la petite histoire, il a donné son nom au bâtiment de la Fed aujourd'hui. D'accord, de New York. Donc, c'est quand même devenu un symbole. C'est pas mal. Est-ce que Jérôme Powell veut avoir son nom sur un bâtiment ? Oui. C'est peut-être tout ce qu'il a gagné aujourd'hui. Mais non, mais je le vois vraiment pas rester sur ce mandat. Ceci dit, sur la question du mandat, Asset, qui ne fait pas partie de la Fed, pour être gouverneur de la Fed, il doit faire partie du comité, du FOMC. Oui. Et donc, il doit avoir, comme Powell, finalement, un contrat de 14 ans. Et donc, ça, pour que ça colle en termes de timing, ça veut dire qu'au plus tard, au 1er février, je crois, si on a toutes les dates et qu'on laisse le temps au Sénat de valider, il faudrait qu'au plus tard, début février, on ait son nom. Donc, voilà. Donc on va très vite être fixé. Oui, je crois. Visiblement, ça a l'air le sprint final. Alors, peut-être pas avant Noël, mais sans doute au début de l'année 2026. Qu'est-ce que tout ça vous inspire, Vincent ? Et puis, revenons au marché. Est-ce que, pour l'instant, ce sont de bonnes baisses de taux pour la prise de risque sur les marchés ? Est-ce qu'on est dans ce scénario où, si les choses se dégradent, la Fed sera là et donc, bad news is good news, comme on dit ? Oui, il me semble. En tout cas, les marchés semblent célébrer. J'ai peu de choses à rajouter sur la politique monétaire en tant que telle. Je pense que ça a été très bien disséqué par mes collègues. Je pense qu'on a d'abord une croissance qui est forte, mais qui est un peu en trompe-l'œil. La consommation tient malgré l'affaiblissement un petit peu du marché du travail. Mais enfin, on voit qu'en termes de contribution à la croissance, c'est la thématique de cette année sur les marchés, comme en économie, c'est vraiment l'investissement, le CAPEX qui aujourd'hui, en tout cas, contribue à une part croissante de l'économie. Alors on hésite, on n'a pas les chiffres du troisième trimestre, mais enfin, Harvard estimait la contribution à 90% au premier semestre, on est plutôt sur 40-50, mais enfin c'est significatif. Ce qui fait qu'on a une économie qui a l'air de tourner très bien, mais qui en fait, pas la même cette fameuse économie en cas, on n'est pas habitué à avoir une économie américaine qui fonctionne à ce point sur le CAPEX et relativement moins sur les autres variables économiques, qui évidemment compliquent encore davantage le rôle de la Fed. Je pense qu'aujourd'hui, la baisse de taux de 7 décembre est pricée, donc pour nous, elle est actée. Ça pourrait être une baisse de taux au quiche, finalement. On baisse les taux maintenant, et puis on temporise. On pourrait temporiser pour la suite. Voilà, et quelque part, en effet, remettre un petit peu la patate chaude pour le successeur de Powell. On verra. Maintenant, je pense que le 3% d'ici la fin de l'année, ça me semble évidemment un no-brainer, d'autant qu'en effet, on est encore dans une politique monétaire qu'on pourrait qualifier de restrictive aujourd'hui. Donc, il y a quand même, finalement, par rapport à d'autres régions, en tout cas matière à baisser les taux. On a quand même des pans de l'économie américaine qui sont toujours en difficulté. Le marché immobilier notamment. Enfin, je vois que les taux à 30 ans refluent quelque peu, mais enfin, quand même au-delà de 6%. En Europe, on serait choqué avec des niveaux comme ça. C'est l'argument de ceux qui veulent des jumbo cuts. Donc voilà. Bon, que dire pour les marchés ? Finalement, on a une Fed qui va baisser les taux, qui va les baisser quand même significativement dans les 12 mois à venir. À quel rythme on verra qui baissera les taux à suivre, mais elle les baissera vraisemblablement. On a a priori une économie qui tient, alors affaiblissement du marché du travail, mais enfin avec des niveaux de chômage comme aux États-Unis. Moi, je dis souvent en Europe, on danserait dans les rues, donc ça tient. Donc, enfin,
Par contre, on a pas mal de périodes dans l'histoire où on a des baisses de taux et pas de récession, et ça a systématiquement été positif pour les marchés. Donc, faille de fait, ça reste quand même évidemment un thème pour 2026. Alors, bon, j'ai envie de dire, on a discuté finalement avant de rentrer en plateau. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la courbe des taux aux États-Unis? Si on va au bout de la logique qui ramène les taux Fed Funds à 3%. Pour moi, on a un bull steepening, quoi. Donc, c'est objectivement. Bull steepening. Oui, pour moi, clairement. Quoi. Donc, alors qu'on a plutôt l'inverse en zone euro. Donc, soyons clairs. Oui, et la Fed qui plus est, en tout cas, a signalé l'arrêt de son programme de quantitative tightening. Donc, on est vraiment sur les deux aspects conventionnels et non conventionnels. Donc, c'est un ancrage quand même de la partie longue de la courbe des taux. Je le pense. Ces baisses de taux. Voilà. Et en tout cas, le fait qu'on arrête un dérapage de la partie qu'on arrête le quantitative tightening, c'est aussi finalement un signal que, si besoin est, en tout cas, on a cette capacité d'agir, même s'il a été signalé que ce serait plutôt à court terme qu'à long terme. Mais on voit que actuellement, les taux à long terme aux États-Unis ont plutôt bien fait leur job, mieux que les taux européens. Dans les phases de volatilité qu'on a eues ces derniers jours, on a eu réellement une aide des trésoreries américaines qu'on n'a pas eu dans des dimensions similaires en Europe. Donc, finalement, à l'entame de 2026, dans cette configuration d'une Fed qui baisse les taux, dans un contexte économique qui reste porteur, tant que l'IA, et on va en parler dans un instant, tient, j'ai quand même envie de parier, en tout cas, sur les actifs risqués dans ce contexte-là, et en tout cas, certainement sur les actifs américains. Maintenant, il y a peut-être finalement une autre institution américaine qui est peut-être aussi dans l'intervalle peut-être plus importante, on en parlait avant de rentrer en plateau, mais c'est la Cour suprême des États-Unis, dont la décision attendue avant la fin de l'année sur les droits de douane de Donald Trump pourrait être lourde de conséquences. À la fois, un camouflet pour Donald Trump compliquerait en tout cas les choses pour les mid-term. En tout cas, on verrait un peu comment ils peuvent gérer les choses, tandis qu'un feu vert lui donne une autoroute pour donner des cadeaux fiscaux dans l'intervalle et s'assurer d'une victoire éclatante durant le mid-term. Et ces cadeaux fiscaux, d'un point de vue relatif, à l'heure où l'Europe fait plutôt l'inverse, c'est évidemment quelque chose qui pourrait remettre l'exceptionnisme américain sur le devant de la scène pour 2026. Et en tout cas, moi, ce serait certainement le signal qu'il faut sans doute augmenter les locations aux États-Unis. Je reviens à mon histoire de courbe des taux. Enfin, une Fed qui baisserait les taux, un Trump qui serait libéré par la Cour suprême pour utiliser la manne des tarifs, tourner en tout cas vers son électorat, vers les citoyens, vers le consommateur au final. Enfin, ça donne quand même quelque chose d'explosif en termes de croissance potentiellement, d'explosif peut-être aussi même sur les marchés. Enfin, et j'en reviens à ma partie longue de courbe des taux. Enfin, je veux dire, est-ce que ça permet de stabiliser la partie longue des taux aux États-Unis, ou est-ce qu'au contraire, ça nous ramène en début d'année à travers des épisodes de volatilité importants? Oui, la question mérite de se poser. En tout cas, on a vu... Parce que le cocktail des deux, quand même, oui, je comprends l'idée, électorale notamment, mais je me dis, ça peut être très puissant comme... On serait comme dans soutien, et monétaire et budgutaire. On serait dans un cas de figure où finalement ce seraient des revenus nouveaux qui viendraient de financer des cadeaux fiscaux nouveaux. Donc d'un point de vue marché obligataire, je pense que la dynamique est potentiellement plus acceptable que dans un contexte européen. Ce serait neutre sur le plan budgétaire, quoi. Ce serait évidemment jamais tout à fait neutre, mais en tout cas, ça, à mon avis, passerait beaucoup mieux que la situation européenne où objectivement il n'y a pas de marge pour des cadeaux fiscaux, et en tout cas, il n'y a pas de marge pour la dépense de la défense publique, notamment dans ce pays. On peut l'utiliser pour se désendetter, on peut l'utiliser pour solvabiliser le consommateur ou resolvabiliser un certain nombre de consommateurs. Oui, soutenir la croissance, c'est aussi finalement se ménager une capacité de remboursement de la dette, et finalement, c'est... quand on fait, en tout cas d'un point de vue relatif par rapport à l'Europe, notre capacité de finalement soutenir notre dette par la croissance, elle est quand même malheureusement beaucoup plus limitée. Un point que vous soulevez, Benoît, je vous laisse commenter ce qu'on vient de dire, mais un point que vous soulevez d'ailleurs, c'est... On parle beaucoup de l'économie en cas, et c'est vrai que les économistes aiment bien utiliser des lettres pour illustrer les schémas macro dans lesquels on se trouve. Mais ce côté cas dans l'économie américaine, il a toujours existé. D'une certaine manière. C'est ça. En fait, ce concept d'économie en cas, en fait, il laisse entendre que les inégalités se seraient creusées. En réalité, les États-Unis ne sont pas plus inégalitaires qu'ils ne l'étaient auparavant. Ça reste très inégalitaire. Ils l'ont toujours été, quoi. C'est ça, en fait. Il n'y a rien de nouveau de ce point de vue-là. La différence, et c'est justement une des conséquences de la façon dont on pilote cette politique monétaire. C'est-à-dire qu'on évoque la consommation, mais la consommation tient parce qu'il y a 10% des plus riches qui représentent la moitié de cette consommation.
et qui bénéficient très largement des effets richesse grâce au marché action. Et c'est pour ça que nous, sur ce point de vue, ce risque-là, oui, alors là, c'est clair que si on a un scénario où Trump fait de la relance fiscale avec en même temps, alors là, je pense qu'il faudrait plus que Kevin Hassett pour gérer la Réserve fédérale américaine, parce que c'est très difficilement compatible avec une inflation qui reste modérée alors qu'elle est déjà en train de s'éloigner de son objectif, et ça fait 5 ans qu'elle est au-dessus, sans réaction de la Réserve fédérale. Alors là, effectivement, il faudrait s'asseoir complètement sur la crédibilité de l'institution. Et là, c'est le marché qui réagirait. Voilà, là, c'est le marché qui réagirait. C'est pour ça que j'ai quand même du mal à voir ce scénario. Nous, on voit vraiment l'économie américaine, ce concept d'économie en cas, comme une économie qui est totalement equity dépendante, et de ce fait-là, tech dépendante en réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a évoqué le volet investissement dans la tech, mais les dynamiques de marché sont quand même extrêmement puissantes. C'est ce qui tient la moitié de la consommation aux États-Unis. Et en fait, ça, c'est la conséquence de la politique monétaire. C'est-à-dire qu'on fait un resserre monétaire, on peut se poser la question si cette politique monétaire a été réellement restrictive. En réalité, les taux en réel n'ont jamais été supérieurs à la croissance. Or, c'est toujours ça qui a fait suffisamment freiner l'économie, qui permettent de renouer fondamentalement avec la maîtrise de l'inflation. Là, on ne l'a pas fait, et c'est plutôt une bonne chose. C'est probablement ce qui nous évite les désagréments sur les marchés, les vagues de défauts qu'on a pu avoir dans l'histoire. Maintenant, avec un président qui met des droits de douane les plus élevés depuis les années 1930, ça passe maintenant comme quelque chose de secondaire, mais ça produit quand même bien des effets tangibles. Est-ce que c'est toujours tenable ? C'est vraiment ça, pour nous, la question. Donc, le risque pour nous, sur l'économie américaine, il est sur ce pilier monétaire, c'est-à-dire les attentes de baisse de taux qui a toujours été relativement agressive, des conditions monétaires anticipées toujours très bonnes, ça peut être un peu fragilisé de ce point de vue-là. Et de l'autre côté, il y a la dépendance à la tech. Effectivement, ces effets richesse très puissants, si on a une correction un peu plus importante des marchés actions, pour toute autre raison, ça peut être simplement sur une déception, sur un dégonflement, on se rend compte que les valorisations sont quand même relativement élevées, ou simplement parce qu'on se dit qu'on n'aura peut-être pas suffisamment les baisses de taux, donc ça secoue un peu les marchés actions. Et dans ce cas-là, ça peut se répercuter très rapidement sur l'économie américaine, de par ces effets richesse qui sont la conséquence de cette politique monétaire. D'un côté, on resserre les taux, de l'autre, on fait tout pour limiter les effets négatifs, on maintient des conditions de liquidité hyper accommodantes, dès qu'il y a le moindre accident, on intervient dans l'économie, on a au-dessus de tout ça une politique fiscale qui a été expansionniste depuis plusieurs années. Voilà, toutes ces choses-là sont assez incompatibles, et pour nous, à un moment ou à un autre, vont se payer justement dans les dynamiques de marché. La tech pourrait être justement l'élément, la courroie de transmission de ça. Ouais, c'est ça, la courroie de transmission. Oui, quand on dit que Nvidia est macro, oui, c'est exactement ce que vous expliquez. Enfin, je dis Nvidia et les autres, mais voilà. C'est ça, c'est vraiment cette... Qui compose le portefeuille action marché des Américains. Et c'est pour cette raison, cette equity dépendance de l'économie américaine, où les dynamiques récentes, de l'année 2025, nous ont poussé à diversifier pas mal en dehors des États-Unis, et on a envie de commencer, en tout cas la première partie de l'année 2026, de ce point de vue-là. On pense que cette histoire n'est pas finie, il y a une grande nervosité autour de ce secteur. Comment vous voyez, Hervé, évoluer l'économie, cette économie américaine en cas, et comment est-ce que les deux barres du cas peuvent se réconcilier? J'aimerais répondre. J'aimerais répondre à cette question. Non, mais déjà, je partage sur le fait que c'est pas une nouveauté. La véritable nouveauté, c'est qu'on est en train de se rendre compte que l'économie américaine est en train de se dissocier en deux, et ça se voit via les enquêtes de confiance qui, elles, finalement, n'ont pas cette pondération des hauts revenus, sont plutôt représentatives de la population, alors que les dépenses de consommation, elles, ont ce poids important des hauts revenus. Maintenant, il y a une autre scission que l'on voit aux États-Unis, c'est l'Est et l'Ouest, je dirais une scission géographique, l'Est et l'Ouest qui vont très très bien, et on a des taux de récession, de contraction de l'activité dans tout le cœur de l'économie américaine. La plupart des États sont en récession aujourd'hui aux États-Unis. Exactement, et ça c'est... Il y avait un phénomène ça avait été labellisé, je crois, les rolling récessions. Et avec ensuite la récession tournante, quoi. Exactement. C'est Mistigris. En fait, c'est la récession d'un État qui potentiellement peut entraîner la récession d'un autre État, et pas nécessairement l'effet domino, alors. Voilà, c'est plutôt un effet domino. Et en fait, ce que l'on est en train d'apercevoir, c'est que quand on a eu historiquement des rolling récessions, c'est parce que le marché de l'immobilier créait ça. Et donc, pour des raisons encore de haut revenu, le marché immobilier californien est proche du marché immobilier de la Floride, et donc les deux sont très corrélés. Et ça pouvait entraîner ensuite des contractions à New York et dans les autres États. Donc cette scission-là, aujourd'hui, elle est matérielle, elle n'est pas uniquement sur confiance et hard data, elle est aussi géographique, et donc on l'observe. Comment réconcilier ça ? Le problème, c'est, on en a parlé, est-ce qu'on a les marges budgétaires
Pour le faire, vraisemblablement pas trop, mais en même temps, une année de midterm, tout est possible. Est-ce que la Réserve fédérale va être... je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Est-ce que ça sera suffisant, les 2-3 baisses de taux que tout le monde attend? Probablement pas. Si on veut vraiment réconcilier toute l'économie américaine, ça va être très compliqué. Maintenant, et c'est ce qui nous a surpris en 2025, je pense qu'il faut que ça nous serve aussi de leçon pour 2026, c'est la guerre commerciale et les droits tarifaires. Jusqu'à présent, c'est plutôt bon pour l'économie américaine. Ça fait 280 milliards à peu près, selon même diverses Scott Bessent estimations. a changé d'avis. C'est ça, à peu près. Enfin, voilà, ça fait du revenu 280 milliards autour. Il n'y a pas eu d'impact significatif sur l'inflation. Alors certes, on n'est pas encore au bout. Il va y avoir un délai de transmission un peu plus long, un pass-through, ce qu'on appelle au bout de 6 mois. Donc attendons peut-être les 6 premiers mois de l'année pour vraiment tirer un trait dessus. Mais globalement, ça a été plutôt bon. Est-ce que les entreprises, même dans leur communiqué, quand elles publient les résultats, est-ce qu'elles nous disent qu'elles sont en train de répercuter ces hausses de tarifs aux consommateurs? Pas vraiment, en tout cas, c'est pas la norme, c'est pas ce qu'on voit, donc ça va être très compliqué de voir un impact. La Chine a baissé les prix aussi, visiblement. Enfin, voilà, la Chine a baissé les prix et il y a des accords qui vraisemblablement bénéficient davantage aux États-Unis. Et puis il y a cette, alors je veux dire prise de conscience un peu naïve, mais je pense que tout ça a été bien sûr prévu. De la part du secrétaire du commerce américain, qui nous dit que finalement, tous les produits que l'on ne peut pas produire aux États-Unis et dont on est dépendant de l'extérieur, eh bien, il faut arrêter ou retirer les droits de douane. Ouais. Donc, on est quand même sur une politique, on était très négatif. Souvenez-vous, en janvier 2025, tous les scénarios, enfin la majorité des scénarios pour l'année 2025, c'était OS2. On va avoir l'impact des tarifs douaniers, plus d'inflation, moins de consommation des ménages. C'est pas du tout ce qu'on est en train d'observer. Alors on n'a pas toutes les données, certes, mais sur les indicateurs haute fréquence que l'on voit, on n'est pas du tout en train d'observer ça. Et aujourd'hui, le scénario, mais que ce soit celui de l'OCDE, du FMI ou du consensus des grands noms, c'est pour 2026, oui, il y a un ralentissement de l'économie parce qu'on va subir les impacts et l'après-coup, quelque part, des droits de douane. Et moi, je trouve que cette hypothèse, elle a été remise en question en 2025. Je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas remise en question en 2026. Bon, très intéressant, effectivement. Comme quoi, les marchés, l'économie nous apprend au quotidien l'humilité. C'est une qualité indispensable pour faire votre travail, messieurs. Un mot du Japon. Vous vouliez parler du Japon, Vincent. On aime parler du Japon ici. On a beaucoup parlé du Japon depuis 12-18 mois, notamment depuis cet épisode de volatilité au début du mois d'août 2024, qui avait marqué les esprits de ceux qui étaient sur les marchés à ce moment-là, parce que la parenthèse avait été très très vite refermée, mais une petite hausse de taux de la Banque du Japon, mal communiquée au marché, quelques indicateurs américains qui faiblissaient au passage, et on avait eu quand même des secousses assez violentes, et un marché obligataire japonais qui continue de vivre avec des secousses importantes encore au moment où on se parle. Continue à parler de pontification de la courbe des taux. Alors au Japon, c'est effectif. C'est vous, Grégoire, qui me disiez en effet que c'est la courbe des taux la plus pentue des pays du G7. Donc voilà. C'est vrai qu'on redécouvre de l'inflation au Japon. On a une banque centrale qui du coup est sous pression et on a des taux qui augmentent. Alors on sait évidemment que ce qui se passe à Tokyo reste rarement à Tokyo. Enfin, en tout cas, vous rappeliez en effet l'an dernier. Ça reste un point d'attention. Et justement par rapport à ces risques sur la partie longue de la courbe des taux qu'on peut avoir aux États-Unis ou en Europe, c'est potentiellement aussi quelque chose qui, par voie de contagion, pourrait toucher relativement plus l'Europe qu'il ne touchera les États-Unis, dans la mesure où, je dirais par nature, en tout cas les marchés obligataires européens sont plus exposés aux investisseurs étrangers que ne l'est le marché des trésoreries américaines, et donc a fortiori aux investisseurs japonais, qui dans un contexte de hausse des taux et hausse du yen au niveau domestique, sont quelque part squeezés et obligés finalement de se remettre sur leur marché domestique. Bon, soyons quand même conscients qu'une large partie des mouvements de carry trade ont été débouclés déjà au cours des derniers mois. L'alerte avait quand même marqué les esprits, y compris au sein de la Banque du Japon, qui avait fait un peu amende honorable en disant oui, enfin, on sait qu'on a un poids un peu systémique dans le marché, donc on va faire attention aussi à la manière dont on procède. Voilà. Donc soyons pas catastrophistes sur la chose, mais enfin le fait est que les taux sont quand même fortement remontés. On est à en effet une courbe des taux qui est très pentue, à des taux 10, 20, 30 ans qui sont à des niveaux historiquement élevés. C'est des flux de capitaux japonais vers le reste du monde qui vont se tarir, qui sont en train de se tarir.
Ça fait partie en tout cas des éléments sur lesquels on peut moins compter en 2026 et ça vient se juxtaposer à d'autres éléments. Bon, rappelons aussi, enfin je veux dire, dans le cas spécifique de la France, qu'on a quand même en tout cas pas de budget et un gouvernement qui tient pas grand-chose, une détention de la dette par l'étranger et donc par les Japonais notamment parmi d'autres de à peu près 60%. Donc contrairement aux États-Unis, il faut vendre la politique budgétaire locale, je pense française, européenne, à l'étranger, ce que ne doit pas faire Donald Trump, objectivement. C'est pour ça que je suis plus à l'aise moi sur la courbe des taux aux États-Unis, qui est objectivement largement dans les mains américains. Donc, parmi en tout cas les banques centrales auxquelles je serai particulièrement vigilant au mois de décembre, il y a certainement la Fed, mais je pense que sur la Fed ça paraît clair. Je pense que la BOJ est dans une situation en effet qui est encore un peu plus délicate et là on peut en tout cas penser que l'impact de ce qu'elle fera sera potentiellement plus négatif que ce que fera la Fed. Avec quelque chose de beaucoup plus frictionnel qu'à l'époque des Abenomics, puisque là la nouvelle première ministre Takaichi veut elle des baisses de taux à la Trump, avec de la relance budgétaire, quand évidemment la BOJ essaye de tenir son rang et son rôle en disant qu'on ne pourra pas tout avoir. Oui, on n'est plus dans l'alignement que cherchait un Shinzo Abe à l'époque. Non, d'ailleurs, c'est peut-être une réponse justement à l'administration japonaise, ce discours un peu plus volontariste en termes de politique monétaire, pour essayer d'expliquer que non, la BOJ ne va pas accompagner l'administration pour l'aider dans la mise en place de ses objectifs. Ce qui est plutôt rassurant, justement, sur la crédibilité, probablement très important de par cette prise de conscience du rôle systémique sur les marchés que remplit la BOJ. Et c'est vrai qu'en termes de... C'est un facteur de volatilité. On pense beaucoup au carry trade, etc., donc à la dimension très internationale. Là, ce qui est peut-être plus en jeu, c'est une situation vraiment japonaise, pour l'économie japonaise. C'est-à-dire qu'avec des taux qui continuent de monter de façon aussi importante, c'est qu'on a des acteurs japonais qui risquent d'être en difficulté. C'est une telle remontée de taux, j'ai du mal à imaginer que tous les acteurs s'en tirent sans trop de problèmes. Mais donc, il y aura des interventions. On sait que la BOJ est capable d'intervenir, que le ministère des Finances est capable d'intervenir. Il y a deux questions. Il y a la question des taux et la question de la devise aussi. Exactement. Du change, Et il y a la question de la devise. Donc c'est justement un peu aussi la différence par rapport à ce qui s'était passé en 2024, où c'était plus une dimension de carry trade parce que la devise avait justement remonté. Là, c'est beaucoup moins le cas. On voit que c'est donc plus une situation qui concerne... Le yen s'est réaffaibli très nettement. Exactement. C'est plus une situation qui confirme plus spécifiquement le Japon. Moi, c'est plus là où je vois le risque, c'est d'avoir des acteurs japonais qui amènent un peu de volatilité, plus que le débouclage de ces carry trade qui a été vraiment un peu l'histoire de 2024. Exactement. Le reste du monde. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment dans la dimension systémique que joue la BOJ sur les marchés, ça reste un des facteurs effectivement à surveiller dans le scénario 2026. Ouais. Si on doit dire un mot de l'Europe, Hervé, alors c'est une perception, mais alors que le plan de dépenses de CAPEX allemand tourné vers la défense et les infrastructures n'a même pas commencé, j'ai l'impression que les investisseurs en sont déjà déçus presque, Hervé. Oui, alors en fait sur ce plan de CAPEX, moi je rappelle juste que les montants étaient exorbitants, très prometteurs, et effectivement il y a un élan, il y avait un nouvel élan de relance de l'investissement. On a vécu un whatever it takes quand même de ce point de vue-là. Sensiblement, oui, c'était très proche en tout cas. Et ensuite, il y a eu le retour à la réalité, le reality check, où on s'est dit, mais finalement, tout cet argent, où est-ce qu'il va passer ? Qui va l'utiliser ? Qui va l'investir ? Qui a les moyens, qui a la capacité aujourd'hui de produire dans le secteur de la défense ? Alors qu'on voit que pour les grands noms, pour les principales valeurs, les carnets de commandes sont remplis à 1, 2, 3 ans. Saturés, quoi. Donc on peut rajouter autant d'argent qu'on veut. Il va falloir créer des structures pour pouvoir les dépenser. Et ça ne se fait pas en l'espace des 3 premiers mois de l'année ou des 6 premiers mois. Donc oui, c'est très positif et c'est très porteur. Maintenant, la reprise économique ne peut pas tenir sur une dépense, je dirais, structurelle, tout aussi productive soit-elle. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pouvait critiquer de l'investissement en zone euro, qui n'était pas un investissement productif, celui-ci devrait l'être, parce que le secteur de la défense, c'est un secteur qui entraîne, qui attire, et donc qui va avoir des effets de contagion. Mais aujourd'hui, voilà, on a du mal à être plus positif que ça. La seule bonne nouvelle, c'est que le marasme que l'on connaît et que l'on voit dans l'industrie depuis mi-2018, celui-là pourrait s'estomper, et donc on pourrait avoir moins de destruction d'emplois. C'est ce qu'on observait au S1 de cette année en Allemagne, beaucoup moins depuis l'été, mais en tout cas, il y a une tendance qui devrait s'arrêter. Et puis, finalement, consommation des ménages qui peut repartir, qui peut reprendre un petit peu de plus belle, des salaires qui devraient être relativement stables. Finalement, un début de visibilité en dehors des questions budgétaires, puisque là-dessus, évidemment, on n'est pas au clair. Bon, ouais. Sur l'Europe ?
L'Allemagne, Vincent. L'Allemagne, 3 millions de chômeurs, une industrie automobile à la peine, un peu sceptique sur le plan de relance, alors bien vendu, il faut le dire, et qui a le mérite d'exister. Reconnaissons-le, je trouve bien annoncé, dans le delivery, on verra. Quand même, je rappelle, c'est donc mars de cette année, le discours de Merz, mais ça fait 20 ans que je suis les marchés, ça fait 20 ans que la plupart ou une majorité d'économistes de marché m'expliquent que s'il y a un truc qui ne va pas en Allemagne, c'est peut-être une France qui consomme et qui dépense trop, mais c'est aussi mais c'est aussi une Allemagne qui sous-investit, qui sous-consomme. Et donc quand on voit ce plan arriver, on se dit mais c'est comme le Japon qui sort de la déflation, quoi. C'est un truc qui paraissait impossible, ne serait-ce qu'il y a 9 mois en arrière. Non. Et aujourd'hui, ne me faites pas dire que c'est négatif, c'est évidemment positif, c'est évidemment un pas dans la bonne direction. Si on dézoome et qu'on regarde la zone euro, et finalement la Commission européenne a publié son rapport d'automne il y a peu, et finalement analysé la situation budgétaire en Europe et l'impulsion budgétaire qu'on a. 2024, impulsion négative. 2025, impulsion négative. 2026, légèrement positif, plan allemand qui commence à produire des effets, parce que à côté, tout le monde fait de l'austérité ou de la stabilité. 2027, arrêt du fonds Next Generation EU, on est plutôt dans une impulsion négative. Donc, l'impulsion budgétaire et sa contribution à la dynamique de croissance, elle n'est pas très favorable en Europe, indépendamment du plan allemand. Alors, en effet, qui pour partie va heurter une industrie qui est à capacité sur la défense. Donc il faudra voir si on parvient en effet à privilégier l'industrie de défense européenne ou si on fait comme historiquement, c'est-à-dire que pour chaque euro dépensé, il y a 60% qui partent aux États-Unis. Donc à surveiller. Sur l'infrastructure, et je fais peut-être partie des sceptiques sur ce plateau, on a une infrastructure allemande qui doit à nombre d'égards être upgradée. Maintenant, quand vous construisez un nouveau viaduc entre deux villes, vous augmentez en effet la productivité entre, je dirais, le secteur logistique entre ces deux villes. Lorsque vous réparez les nids de poules sur une autoroute existante, je dirais l'effet multiplicateur est moindre. Donc, voilà. En tout cas, lorsqu'on fait à l'entame de 2026 un arbitrage, est-ce qu'il faut continuer à privilégier l'Europe ou est-ce que cette dynamique va entraîner une surperformance durable de l'Europe par rapport aux États-Unis? Je suis un petit peu sceptique, alors qu'on a 5 valeurs qui font 350 milliards d'investissements en data center. On voit si ça dure. Alors que Trump a finalement tordu le bras des Saoudiens qui annoncent 1000 milliards, des Japonais qui annoncent 500 milliards, des Européens. Enfin, je veux dire... Non, je ne fais plus la coupe est pleine, quoi. Non, mais... Le momentum reste pour vous côté américain. Ce qui fera que je serai un éternel positif sur l'Europe, si on avance sur l'union des marchés de capitaux, c'est quelque chose qui coûte rien du tout et c'est quelque chose sur lequel on n'avance pas encore assez. Du capital politique, Vincent, visiblement. Oui, je précise pour les téléspectateurs ou les auditeurs qui vous découvrirez aujourd'hui, je vous ai connu et pendant longtemps beaucoup plus en soutien ou supportif de l'Europe que comme disait Al Gore sur le climat, c'est trop tard pour être pessimiste, je suis évidemment. Mais enfin... Un mot de conclusion avec vous sur l'Europe, Benoît, parce que c'est vrai qu'on a moins abordé le sujet ce soir. C'est peut-être un signal, justement. Parce que, il y a un pic pessimisme sur l'Europe. C'est un peu dur. À chaque fois qu'on a une raison de s'enthousiasmer sur l'Europe, on est très vite, Vincent vient de le faire très brillamment, on est très vite ramené au scepticisme. C'est vrai que c'est toujours super difficile de s'enthousiasmer sur l'Europe. Non, nous, on privilégie l'Europe, j'ai envie de dire, par défaut à ce qu'on voit aux États-Unis. En fait. C'est qu'on a, malgré tout, je sais que c'est pas hyper excitant, mais une croissance qui va être légèrement au-dessus de son potentiel en zone euro. On est dans un début de reprise, alors qu'aux États-Unis, on a ce fameux ralentissement qui tarde à se matérialiser, mais qui est censé se matérialiser. Et nos économistes attendent un passage sous le potentiel, donc cette année, et qui reste l'économie qui reste sous potentiel l'année prochaine. Et on pense que ça, c'est effectivement suffisant. En plus de la problématique de valorisation des actifs aux États-Unis, en plus de la problématique, je dirais, politique et l'exceptionnalisme américain qui est un peu terni avec ce qui s'est passé cette année, on a encore envie, en tout cas pour le début 2026, de jouer encore un petit peu l'Europe. Il faudra être vigilant à l'avenir, mais effectivement, on a encore envie de le jouer. Bon, l'Europe qui a délivré de très belles performances, et plus on était en dehors du cœur de l'Europe, plus les performances étaient belles, que ce soit sur les marchés obligataires ou sur les marchés actions. C'est un peu la nouveauté. On se focalise sur l'Allemagne, la France, il y a le reste de l'Europe qui va plutôt bien, justement. On redécouvre l'Europe d'une manière différente, en tout cas. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Benoît Pelloual, Natixis Wealth Management, Vincent Juvin, ING Belgique et Hervé Amourda, Pro BTP Finance.